Histoire de l'origine noire de l'Afrique du Nord, de l'Antiquité à nos jours, partie 1. 28 juillet 2018. Pour mettre définitivement un terme à la théorie fallacieuse et déconcertante qui stipule que l'Afrique du Nord aurait, dans une période reculée, été habitée par des populations blanches, pour employer l'expression africaniste, je dirais, sans coup fait rire, que l'idéologie n'a pas sa place là où seule la méthodologie démonstrative est maître. Les tenants de cette histoire de l'Afrique du Nord ne se sont pas reposés au point d'envisager une campagne de falsification justifiant de ce fait la présence européenne dans cette région au point même d'exclure toute possibilité d'une Égypte noire, lui privant de sa nationalité géographiquement africaine. Professeur Cheikh Anta Diop a démontré de façon concluante la noirceur de l'identité égyptienne à travers des éléments scientifiques largement palpables. Il est évident, pour élucider ce grand malentendu qui a suscité d'énormes controverses dans la sphère intellectuelle, serait d'envisager la recontextualisation historique du Maghreb afin de mieux envisager une perspective ainsi que le rétablissement historique de cette région laissée à l'oubli dans de mauvaises mains. J'insiste qu'il ne sera question uniquement du sujet traitant de l'Antiquité, car l'Antiquité nord-africaine étant plus que jamais négligée. Nous traiterons le sujet en plusieurs parties afin de mieux renouer avec notre passé historique. Alors, 1. Analyse sur le phénomène eurocentrisme dans la pensée intellectuelle historico-berbère. Comment expliquer cette controverse sans citer au préalable la personne de Jacques Bennett, 8 juillet 1915, 23 avril 2009, qui fut un haut fonctionnaire de l'État français sous Charles de Gaulle. Ce dernier s'est engagé auprès de Mohamed Arab Bey Saoud, un militant algérien de la cause berbère, ancien combattant de la guerre d'indépendance et qui était opposé au régime de Boumedienne et réfugié en France. L'objectif de Bennett, tout comme ses confrères a posteriori, était de déstabiliser l'Algérie pour mieux asseoir les intérêts français dans cette région. D'ailleurs, Mohamed Arab Bey Saoud n'a pas caché son estime à l'égard de ce colon, Bennett, entre parenthèses, puisqu'il cite en ces termes « Si les Berbères, mes frères, devaient un jour se souvenir de moi, au point de vouloir honorer mon nom, je leur demanderais instantanément de lui associer celui de Jacques Bennett, car sans l'aide de ce grand ami des Berbères, mon action en faveur de notre identité n'aurait peut-être pas connu le succès qui est le sien. » Fin de citation. Il sera l'un des précepteurs du berbérisme au sens péjoratif du XXIe siècle et qui laissera derrière lui une vague de succession de penseurs idéologues eurocentristes à l'instar de Bernard Legan ou Mohamed Harkoun, dont les approches auront un effet conséquent désastreux tant sur le plan culturel qu'identitaire. Mohamed Harkoun, par exemple, fera une description purement leucoderme tirée de sa propre grille de lecture de l'Afrique du Nord, qui oblitère bien entendu la question ethnique et géographique. On a bien compris que toute cette mascarade n'a servi au final qu'à rendre plus flou le mal perpétré par le syndrome du colonialisme occidental et qui prend naissance à la conférence de Berlin en 1884-1885, ouvrant une brèche à l'aliénation culturelle tantôt anthropologique, tantôt identitaire nord-africaine, lui privant de son socle civilisationnel africain pour ne laisser place finalement qu'à la fameuse approche méditerranéenne. Bernard Legan contribuera en partie à cette instrumentalisation du blanchissement historique. Il n'hésitera pas à discréditer Cheikh Anta Diop, ainsi que les éditions UNESCO. Dans ses interventions,
sans que ces incriminations soient soutenues par une analyse scientifique. En clair, nous avons affaire à un idéologue, pour ne pas dire autre chose, opérant tel un cheval de Troie, mais nous prendrons soin de démontrer avec certitude ces thèses pléthoriques. D'autres auteurs se rangeront également du côté de Le Gant, dans cette approche biaisée et frauduleuse d'une Afrique du Nord grécisée. Le cas de Michel Abitbol en est une, car dans son livre Histoire du Maroc, il ne manque pas de soutenir une approche européenne sous l'entremise du modèle aérien, pour employer l'expression du feu Martin Bernal, je cite, « Ils bâtirent contre les Grecs et les Égyptiens, mais attaqués par mer par les Phéniciens, et par terre par les Gétules sahariens. Ils furent refoulés peu à peu d'Afrique du Nord avant de disparaître complètement, laissant au Maroc des descendants aux cheveux blonds et aux yeux bleus. » Fin de citation. Ce passage est du moins très révélateur, car il laisse entendre une substitution des Égyptiens ainsi que les Gétules sahariens et Phéniciens arborant l'approche de la dépigmentation. Or, cette assertion n'est pas crédible à mon sens, car insuffisante sur le plan historique. Cependant, il faut noter au passage que l'ouvrage de Michel Abitbol constitue seulement que 30 pages d'histoire traitant de l'Antiquité nord-africaine sur un livre de 599 pages censé traiter de l'histoire. D'où l'urgence de cet exposé qui, sans incertitude, permettra de mieux synthétiser la vérité historique de cette partie du continent nord-africain. Nous poursuivons notre information sur l'anthropologie évidente qui ruine toutes les études tendancieuses et idéologiques, dont celles rapportées en particulier par le professeur Cheranta Diop et Raymond Furon, notamment dans l'ouvrage classique de Nation, nègre et culture, information de grande importance, malheureusement passée au travers de ces mêmes turiféraires du diopisme. Je cite, contrairement aux hypothèses selon lesquelles l'Afrique du Nord aurait de toute antiquité été habitée par une race blanche, on peut invoquer les documents archéologiques et historiques qui prouvent unanimement que cette région fut toujours habitée par des nègres. Furon nous dit, à la fin du Paléolithique, dans la province de Constantine, on trouve 5 gisements d'hommes fossiles où l'on signale quelques négroïdes offrant des affinités avec les Nubiens de la Haute-Égypte. À l'époque historique, les documents latins attestant encore l'existence des nègres dans tout le nord de l'Afrique. Les historiens latins nous ont donné des indications sur les populations, mais ce sont trop souvent des noms qui ne nous disent plus grand-chose. On peut retenir qu'il existait au moins une population importante de nègres, les Éthiopiens d'Hérodote, dont les survivants seraient les Zaratines du Haut Atlas marocain. Fin de citation. Donc, référence tirée du livre Nation d'agriculture. Rappelons que le professeur Cheranta Diop, de son vivant, a validé sans frayeur la véracité de l'origine noire des populations nord-africaines d'antan lors d'une conférence tenue à Niamey, capitale du Niger, en 1984. Je cite, « Les Noirs qui sont en Afrique du Nord, ce ne sont pas seulement des Noirs qui sont là-bas du fait de l'esclavage du Moyen-Âge. Ils font partie d'une souche très ancienne. » Fin de citation. Je rajouterai un complément d'information car ceci démontre clairement qu'il y a une distinction à ne pas négliger sur l'héritage endogène, car celle-ci, comme nous l'avons évoqué, a été altérée par une succession d'invasions exogènes sur le territoire nord-africain. Le cas extrême est bien entendu l'empereur Scipion Émilien, dévastateur du royaume noir de Carthage en 149 avant Jésus-Christ, qui plus est a été baptisé du nom Africanus afin d'honorer ses exploits. Cela même qui fait souvent sujet à de mauvaises interprétations. Dans le cas des Gnawa, souvent faussement décrits comme descendants d'esclaves d'Afrique subsaharienne,
dès lors que la traite des Turcs eut lieu qu'au XIVe siècle, et ne peut donc déterminer avec certitude, culturellement et linguistiquement, que les Gnawa ou tout autre noir dans cette région ne soient sujets de nomades comme pouvant le porter à croire. De cette souche antérieure, il ne peut s'agir que des Mazirs ou Tamazirs, formant cette dernière des différents sous-groupes de clans comme évoqués par bon nombre d'historiens spécialisés dans l'histoire des Berbères, à l'instar de Gabriel Camps. En revanche, nous nous en tiendrons seulement aux analyses du professeur Stéphane Jessel, dans la mesure où elles sont identiques à celles du professeur Cherronta Diop mentionné plus haut. Autre information, cette fois-ci, nous venons du professeur Ivan Van Sertima, qui nous dit que parmi ces clans berbères pastoraux se trouvent, je cite, les Lawata, Zanata, Nafusa, Zowaga, Megnasa et Nafzawa. Parmi les clans berbères les plus sédentaires étaient les Sanadja, Masmouda, Kutama, Gamara et Awara. Il rappellera que certains de ces clans ont joué un rôle déterminant dans les invasions musulmanes ainsi que l'occupation de l'Espagne, comme les Nafza, Masmouda, Lowata, Awara, Zanata, Sanadja et Zogawa. Donc Ivan Van Sertima, dans son livre Golden Age of the Moor, pour l'information. Nous prendrons évidemment le soin de développer sur un deuxième volet les tenants et les aboutissants du rôle joué par les Berbères dans l'incursion des Arabes aux alentours du 7e siècle. Deuxième partie, l'apport génétique. Il se trouve que cette affirmation tirée de notre exposé soit également attestée par la génétique, car l'ADN mitochondrial des populations nord-africaines est porteur de l'haplotype E1B1B1. Or, cet haplotype prend naissance pour la première fois en Afrique de l'Est, dans la corne de l'Afrique. Cependant, cette séquence E1B1B1 et qui se trouve sur le chromosome Y, le chromosome des hommes, entre parenthèses, veut signifier que les populations nord-africaines sont originaires d'Afrique de l'Est par leur lignée paternelle. Retenons que si l'on veut connaître la lignée paternelle, on doit tenir compte de l'aplogroupe du chromosome Y, de même que la lignée maternelle, pour ce qui est de l'ADN mitochondrial, dans le cas des populations nord-africains. Exemple, l'aplogroupe E1B1B1 que nous avions mentionné et qu'on appelle également E81, pour ce qui est de la version nord-africaine, se trouve également dans les Balkans. Et c'est sur ce fait que le professeur Bernard Legan s'extasie et finit par conclure que les populations nord-africaines sont blanches ou qu'elles seraient originaires d'Europe, en oubliant au passage le rôle du chromosome Y. Dans tous les cas, l'aplogroupe E1B1B1 ou E1B1B, nouveau nom, celui-ci est caractérisé par un marqueur nommé M215. Si l'on observe les marqueurs M215 ou l'aplogroupe E3B, ancien nom, ou E1B1B, nouveau nom, il ne s'agit là que du même haplogroupe que l'on trouve sur le chromosome Y, autrement de la lignée paternelle. Tout comme les terminologies E-M215 et M35, sous-groupe de M-215, sont également de la même famille. Mais celui le plus fréquent dans le Maghreb est le M35, qu'on appelle aussi le E1B1B1, le plus répandu chez les Berbères. Pour résumer, l'aplogroupe E, qui est le plus répandu dans toute l'Afrique, celui-ci a donné naissance à plusieurs sous-groupes, dont le E1B1B, ancien E3B, avec le marqueur E-M215, qui lui-même s'est subdivisé
en plusieurs sous-groupes dont le plus répandu est le E1B1B1, dont le marqueur M35 que l'on retrouve généralement dans le Maghreb. Cette approche est capitale si l'on veut saisir le fonctionnement de l'anthropologie de ses habitants, même si il est inscrit que l'histoire s'incline devant les vainqueurs. Cette dernière laisse toujours un héritage derrière soi par l'entremise des analyses génétiques ainsi que le témoignage historique illustré par la conquête des morts incluant les Berbères ayant contribué à leur apogée. Tel est le cas des Nafza, Masmouda, Louata, Awara, Zenata, Sanadja et Zogawa que nous avons mentionné plus haut. Ce qui explique cette variation démographique des populations nord-africaines entre ceux situés au nord et ceux dans le sud se comprend par le phénomène migrateur à l'instigation par le concubinage des mercenaires occidentaux qui, au fil du temps de métissage forcé, s'est soldé par la déformation des populations noires originelles, la délaissant derrière, telle une descendance présentant des caractères physiques analogues à ceux des Européens, et par conséquent cette tragédie ne laissera derrière elle que sombre et poussière d'une population qui fut jadis dépendant de ses mœurs et qui voit son héritage se dissiper à travers les âges pour ne vivre que sous les rangs de subalternes caractérisés par les cologlis. C'est ce que laisse entendre Pierre Graciolet dans Mémoire de la société d'anthropologie. Je cite: « Quant aux familles de cologlis, métisses d'Arabes morts, de Kabyles, Berbères et d'Ottomans, leur origine datait de l'an 1520 et celles-ci n'ont cessé d'être alimentées que lors de notre conquête. Après avoir mis 3 siècles à se fonder, qu'est devenue et que deviendra cette population mixte? Hélas, il n'est besoin d'un grand effort d'imagination pour juger d'après les analogies que ceux qui restent en Algérie de cette petite agglomération, perdue dans une grande et ne vivant plus de sa vie originelle, de sa vie propre, s'effacera graduellement par ses alliances dans le giron maternel et qu'elle cessera d'exister tout en ayant laissé la trace plus ou moins persistante d'un nouveau croisement dans le sang déjà si mêlé des morts. » Fin de citation. Notons que le terme mort se dit moros en grec lorsqu'on veut désigner un homme ou une femme noire dans le cas des populations nord-africaines de l'Antiquité tardive. Le terme éthiopien, lui, est également rapproché car il signifie face brûlée. Ceci est sans équivoque d'après Jehan Dessanges, je cite: « On peut considérer comme un souvenir vivant de l'unité africaine originelle la présence dans l'Antiquité au contact du monde libyco-berbère dans la plupart des oasis du Sahara au Fezzan et sur tout le versant saharien de l'Atlas d'hommes à peau foncée que les Grecs appelleront éthiopiens, c'est-à-dire face brûlée. » Fin de citation. Dans une autre description tout à fait analogue, qui nous vient de Gilbert d'Hercourt, nous dit dans son ouvrage Études anthropologiques sur 76 indigènes de l'Algérie en 1865 que, je cite, « Les crânes kabyles étudiés étaient généralement dolichocéphales. » En fait, les études anthropologiques physiques effectuées sur les anciens et modernes nord-africains montrent que les premiers nord-africains étaient dolichocéphales comme les Touaregs et d'autres tribus berbères à peau foncée, noires entre parenthèses. Il n'est pas surprenant que la plupart des berbères modernes à la peau claire, y compris des kabyles modernes, soient à prédominance mésocéphale, tête moyenne, ou même brachycéphale.
Il est intéressant de constater que la tenue vestimentaire de ces femmes kabyles modernes sont identiques à celles des femmes modernes des Balkans et que les groupes sanguins sont également semblables à ceux des Grecs méditerranéens européens. Beaucoup de ces Kabyles ont aussi une forte influence turque, comme en témoignent les traits caractéristiques du visage turc eurasien ou même de l'Asie de l'Est. Fin de citation. D'où le terme Koulouglis, renvoyant de façon significative aux populations actuelles caractérisées par le métissage forcé et en partie à la fréquence E1B1B1, confirmant ainsi l'effet précité. Les fous de Menton, nous dit Stéphane Jessel dans son ouvrage inaugural « Histoire ancienne de l'Afrique du Nord », ont prouvé une fois de plus qu'à l'époque quaternaire, l'ère géologique, il a existé des gens apparentés aux nègres races dites de gris maldi, jusque sur les côtes de la Ligurie, de même qu'en Algérie. Des crânes tirés de 2 grottes à mobilier néolithique de la région d'Oran ont paru présenter des caractères négroïdes sur lesquels on n'a pas insisté jusqu'à présent. Dans ce schéma, l'on saisit mieux les causes de ce fractionnement démographique, car dans le cas contraire, il serait factice de traiter cet aspect suivant les a priori anti-africaines, noires, autrement anti-scientifiques des idéologues africanistes. Chapitre 3. Facteurs linguistiques. L'étude sémantique du terme berbère nous laisse entendre un autre son de cloche, car celui-ci serait dérivé du latin barbarie, une appellation équivalente au barbare anglais, dans laquelle les Romains désignaient les peuples ne parlant ni le latin ni le grec. Le professeur Ivan van Sertima a tenu de rappeler dans son livre Golden Age of the Moor, l'âge d'or des morts. Par ailleurs, cette terminologie est inexistante dans le langage courant ainsi que dans l'alphabet des Mazirs, autrement appelé le Tifnar. En ce sens, le terme berbère est péjoratif au même titre que chabin ou d'autres noms péjoratifs servant à désigner des populations d'après des critères coloniaux. En somme, on peut donc conclure que ce patronyme est faux. Donc, la seule possibilité envisageable est de nous en tenir au Tifna alphabet, dont l'héritage place les Touaregs comme seuls protecteurs, ayant conservé comme une botte de pont d'or son sens contre toute influence étrangère, comme le laisse entendre Stéphane Jessel. Je cite: « Cet idiome qui n'a pas produit d'œuvre littéraire et qui n'a conservé un alphabet propre que chez les Touaregs. » Fin de citation. Force est de constater que chez les Kabyles, l'usage même du Tifna a impacté sur cette dernière, d'après le témoignage de Amirouche Cheli dans Manuel didactico-pédagogique d'initiation à la langue berbère de Kabylie, sciences humaines, je cite: « Chez les Touaregs, les seuls qui avaient perpétué l'usage de l'écriture libyque, on a recensé plusieurs alphabets différents désignés sous le nom de Tifna. Les Kabyles ont composé un alphabet en adoptant et adaptant les caractères de leurs frères Touaregs pour noter leur propre parler. Souligné par nous. » Fin de citation. Chapitre 4, conclusion. Ainsi, il en résulte que ces populations qui ont fait l'objet de tant de confusion idéologique voient désormais le jour autrement que sous des a priori anti-mélanodermes. Ce qui est certain, les archives témoignant de toute évidence l'héritage noir de l'Afrique du Nord, pulvérisant les arguments hypothétiques. On notera qu'il existe 4 clans qui constituent l'histoire, qui constituent historiquement le foyer civilisationnel nord-africain, à savoir les Numides, les Gétules, les Garamantes, les Mazirs. Ces quadruplés formant de façon probante le foyer civilisationnel d'Africains du Nord.
Les historiens de l'Antiquité parleront de populations distinctes par filiation à la latinisation patronymique de ces derniers, tandis que d'autres parleront d'automoles ou de caucasoïdes pour le cas des Gétules. Cependant, aucun historien plus spécialisé dans la géographie aussi bien de l'Antiquité qu'à l'ère actuelle n'était mieux placé que les scribes égyptiens pour décrire leurs mœurs voisines, car ceux-ci les décrivant autrement que sous la forme de factions du nom de l'ébou, dont les 4 parties en sont inclus. Professeur Cheranta Diop n'a pas manqué de l'évoquer dans son livre Antériorité des civilisations nègres, qui classe l'ébou au nombre de 2 civilisations distinctes. Voilà ce que l'on lit. Je cite: le libou noir a précédé le libou blanc. Le Tamou, donc T-A-M-H-O-U, en Libye, et a cohabité avec ce dernier après son arrivée, comme en font foi les documents égyptiens eux-mêmes. En ce qui concerne la stratification des races en Afrique du Nord et l'antériorité du nègre dans cette région, surtout à l'époque historique, on peut se reporter au paragraphe Nation nègre et culture qui traite de la question. Le berbère est aujourd'hui le monument linguistique le plus important dont puisse disposer un scientifique serein pour étudier le processus d'acculturation de l'élément nordique en milieu négroïde méridional, processus qui aurait abouti à l'apparition des langues sémitiques en général en Asie occidentale, où le nègre a également précédé le blanc, partout dans la région de l'Indus, à Mohenjo-Daro, dans l'ancien Elam, à Suse, en Mésopotamie, à Our et à Lagash en Palestine, au pays de Canaan, en Arabie méridionale anté-islamique, bien avant le royaume noir, Saba et de l'Hadramaout. Fin de citation. On notera en parallèle que l'appellation de l'ébou est restée intacte du point de vue démographique, car au Sénégal il existe une tribu se nommant les Lébous, constituant une communauté au Sénégal traditionnellement pêcheurs et agriculteurs concentrés dans la presqu'île du Cap-Vert à Dakar. Il est à remarquer que la racine consonantique LB, donnant entre autres le nom Libye, et qui figure également dans le nom Lébou, donc L-E-B-O-U, est interchangeable à Rebou. Donc Rebou, soit R-BW ou Rebou, R-E-B-O-U, dont la racine arabe R-B signifie noir. Conformément à l'exposé du professeur Adrianus van Selms, spécialiste des langues afrabiques, dans Pretoria Oriental Series, à la page 107, qui nous dit que le terme arabe pourrait signifier, d'après ses dires, « the dark people », le peuple noir.